Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Après la pandémie du Covid-19, le gouvernement avait organisé un Ségur. La consultation entre le gouvernement et les acteurs de la santé avait permis d'allouer une enveloppe pour améliorer le système. À Rennes, un nouvel hôpital voit le jour. Nous pourrons le visiter grâce à notre partenaire TVR. Depuis sa première édition en 2019, le service national universel permet d'impliquer la jeunesse dans la vie de la nation. Cependant, suite à une restriction budgétaire, ce dispositif est menacé. Explication avec Via Occitanie dans cette édition. La commune de Schœlcher en Martinique continue de se distinguer dans le domaine du tourisme. La ville vient d'obtenir une nouvelle distinction qui devrait accroître l'attractivité de cette station touristique. Via ATV fait le point dans cette édition. C'est une magnifique success story. Jonas est créateur de robes de mariée. Depuis 10 ans, des femmes font appel à ses services et son talent l'a conduit jusqu'à habiller les Miss France 2023 et 2024. Nous le rencontrerons en fin d'édition avec notre partenaire Télé Grenoble. C'est l'une des mesures fortes du gouvernement après la pandémie du Covid-19. Le Ségur de la santé avait promis d'investir une enveloppe de 19 milliards d'euros pour améliorer les systèmes de santé du pays. 9 milliards y sont consacrés pour rénover ou construire de nouveaux hôpitaux. Et c'est le cas avec le centre chirurgical et d'intervention de Rennes. Visite de l'établissement dernière génération avec notre partenaire TVR sur place. Il reste encore quelques cartons à déballer dans l'accueil du CCI. Les patients pris en charge pour une intervention chirurgicale à la journée emprunteront ces couloirs pour l'administratif, se changeront dans ces cabines et patienteront en tenue dans ces salons anti-stress avant un passage dans l'un des 50 blocs ultra-modernes. Après l'opération, les patients se retrouveront dans l'un des box cocons de cette salle, sous l'œil bienveillant du personnel hospitalier. Un cocon, ça prend en charge un patient. Et sur cette filière ici, c'est la filière très courte, c'est le fast-track chirurgical du CHU de Rennes, notamment pour répondre à la filière de la chirurgie de la main, mais également toutes les chirurgies qui ne nécessitent pas d'anesthésie générale et pour lesquelles on chante la salle de réveil. Et les accompagnants des hospitalisés sont les bienvenus. Les accompagnants vont pouvoir être invités à rentrer dans le centre ambulatoire. Donc désormais, on a vraiment une architecture qui permet de répondre à cet enjeu-là de prise en charge à la journée. Pour les situations plus critiques, l'accueil des visiteurs et des familles se fera 24 heures sur 24 avec des salons à disposition pour plus d'intimité lors des annonces difficiles. Dans ce service de réanimation, les soignants ont imaginé et conçu leur poste de travail avec les architectes. Et l'idée des équipes, c'était d'être en centrale, en surplomb au-dessus du lit. Donc rapidement, vous voyez ce qui se passe dans la chambre pour limiter le nombre de pas puisqu'on est sur une logique de soins critiques. L'intégration des différents services dans les 6 étages de ce nouveau bâtiment se fera sur plusieurs semaines. Le service national universel était l'un des principaux souhaits d'Emmanuel Macron à son arrivée à l'Élysée. Depuis sa première édition en 2019, le SNU vise à impliquer la jeunesse française dans la vie de la nation. Cependant, il pourrait disparaître suite à des restrictions budgétaires. Est-ce un dispositif menacé? Réponse avec Via Occitanie, regardez. Viva le SNU! Des chants, le lever des couleurs et des discours. À Méjeanne-le-Clap, c'est la cérémonie de fin de séjour pour les jeunes volontaires du service national universel. Un programme destiné aux lycéens de 15 à 17 ans visant à renforcer l'engagement citoyen à travers un séjour de cohésion. Créé en 2019, le SNU pourrait pourtant disparaître. Les restrictions budgétaires et les débats sur son financement remettent en cause son avenir. Début janvier, le Sénat a déjà supprimé la quasi-totalité des crédits alloués à ce dispositif. Un avenir incertain qui inquiète au vu des bénéfices qu'apporte ce séjour aux jeunes. À la veille de leur majorité, je pense que c'est une démarche importante. C'est en tout cas un effort particulier que la nation a consenti pour leur formation. Je pense que c'est un effort payant et que, par exemple, ici à Méjeanne-le-Clap, au bout de 10 stages depuis 2021, plus de 1200 jeunes sont passés
ici à Méjeanne-le-Clap, qui permet peut-être à notre pays d'un meilleur vivre ensemble. Ces jeunes ont choisi de participer au SNU. Ils terminent leur séjour très satisfaits et riches de connaissances qu'ils n'auraient peut-être pas acquis à l'école. On chante tous la même chanson. Enfin, on a chanté par exemple la Marseillaise et Eugénie, donc le chant à Méjeanne-le-Clap. Et ça aurait été des chants peut-être que j'aurais jamais appris. C'est vrai que ça nous permet d'apprendre plein de choses en dehors de l'école et d'apprendre plus par nous-mêmes et même sur nous-mêmes ou sur la vie en collectivité. Le service national universel devrait tout de même se poursuivre cette année avec 40 000 jeunes inscrits. 100 millions d'euros ont déjà été supprimés par le Sénat pour rediriger la majorité de ces crédits vers le budget des sports. Partons désormais en Corse où des lycéens bastiais ont participé à un exercice grandeur nature afin de prévenir le risque terroriste. Une simulation de grande ampleur avec près de 320 personnes mobilisées. C'était une première sur le territoire corse. Écoutons le préfet, Michel Prossic, au micro de Télépaésé. On a souhaité tester notre capacité à agir dans un milieu particulier qui est le milieu scolaire. Ça nous permet de nous préparer à toute gestion de ce type de crise avec de nombreuses victimes, avec une attaque terroriste dans un lieu scolaire, ce qui veut dire pour nous maîtriser au-delà des terroristes qui sont entrés, tous les protocoles à mettre en place. C'est comment on gère les enfants, comment on gère les adultes présents dans l'établissement, comment on gère les parents d'élèves, comment on se coordonne, tous services confondus de l'État mais aussi des collectivités locales pour que la prise en charge soit la plus juste possible, la plus rapide possible, la plus professionnelle possible. Lors de l'été 2022, la Gironde a connu des feux de forêt dévastateurs avec près de 37 000 hectares partis en fumée. Celui de Landiras est même le deuxième plus dévastateur de l'histoire du pays. À Ostens, la réserve biologique a perdu presque 70% de sa surface. Depuis, le site renaît petit à petit. Regardez ce reportage sur cette renaissance signé Antoine Rivalin pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. C'est un petit pas pour la Gironde, mais c'est en tout cas un grand pas pour sa biodiversité et je suis très heureux qu'aujourd'hui nous puissions l'officialiser. En juillet 2022, l'incendie Landiras 1 avait ravagé la quasi-totalité du site. 2 ans et demi plus tard, il est de nouveau inauguré. Il va aujourd'hui renaître avec peut-être des particularités qui seront différentes de ce qu'on avait connu et peut-être une lande telle qu'elle existait autrefois avec beaucoup plus de tourbes, avec beaucoup plus d'espèces particulières et endémiques. Et donc c'est un petit peu cet enjeu-là que ces deux réserves qui sont en train d'être créées sur le site. Un site de 750 hectares divisé en deux. Une réserve biologique dite dirigée de 434 hectares où l'intervention humaine restera possible et une autre appelée intégrale où la nature aura la liberté de reprendre ses droits. L'objet c'est quand même que l'intervention humaine soit relativement limitée de manière à garantir que les espèces naturelles repoussent. Donc il y a des espèces qui naturellement vont reprendre leur place sur cet espace et donc il va falloir que l'on observe un petit peu quelles sont celles qui gagnent finalement, qui retrouvent leur place, quelles sont celles qui au contraire n'arrivent pas à se développer et regarder comment, soit en intervenant un peu, soit en laissant la nature faire son œuvre, et bien voir ce que deviendra ce site demain. Aujourd'hui, le site naturel d'Ostens est en train de renaître de ses cendres et les premières formes de vie refont leur apparition. On a des traces de loutre, qui est une espèce emblématique du site et une espèce protégée. On a pas mal de papillons qui sont déjà sur le site. On a pas mal d'oiseaux, comme le busard des roseaux. Et sur la flore, les inventaires du CBNSA et des partenaires du département ont montré qu'il y avait eu plus de résilience qu'on ne le pensait et que certaines espèces patrimoniales et menacées qu'on pouvait retrouver sur le site ont résisté au passage du feu. À compter du 30 mars, il y aura la possibilité pour tous de visiter une grande partie de la réserve biologique. Depuis 1 an et demi, la marque automobile Alpine a ouvert une concession au Mans. Un choix stratégique pour la marque qui veut surfer sur la proximité avec le circuit des 24 heures du Mans. Est-ce un choix payant? C'est ce qu'a voulu savoir Anthony Piton pour LMTV en Sarthe. Depuis un peu plus d'1 an, Alpine a pris ses quartiers au Mans. Un choix stratégique pour la marque tricolore. Alpine compte bien surfer sur la proximité du circuit et les 24 heures du Mans.
pour attirer les clients. On peut parler de clients qui viennent du bout de l'Europe pour venir jusqu'au Mans. On a même cette clientèle anglaise que nous connaissons très très bien avec les 24 heures qui s'arrête. Venir nous voir à la concession, c'est très plaisant de pouvoir faire quelques clichés photos avec eux et partager notre passion tous ensemble. Avec son coupé sportif, l'A110, la marque joue sur la fibre nostalgique. Le but, séduire une clientèle en quête de sensations. Comptez au minimum 65 000 € pour une A110. Ici au Mans, le marché répond présent, avec des ventes qui dépassent les objectifs fixés par la marque. Une centaine par an. Donc nous on est ouvert il y a 1 an et demi, donc sur l'année, une année pleine, c'est environ 100 voitures. Le profil, c'est jeune retraité, on va dire 60-70 ans, rêve de gosse, je me fais plaisir maintenant, j'attends pas d'être trop vieux pour me faire plaisir. Un pari gagnant, et Alpine mise sur son héritage et le prestige du Mans pour accélérer encore. En France, on estime qu'1 personne sur 10 est atteinte de troubles comportementaux. Ces personnes doivent affronter de nombreux défis, dont celui de passer notamment le permis de conduire. Notre partenaire 8 Mont-Blanc a pu assister à 1 heure de conduite dans une auto-école spécialisée. Regardez. 17h dans le centre-ville de Chambéry. Loïc Agier s'installe aux côtés de Rémi pour sa 33e heure de conduite. Aujourd'hui, l'élève va travailler les intersections. Et là tu peux. Vas-y. Inscrit dans une auto-école destinée aux personnes ayant des troubles de l'attention, du spectre autistique ou avec un déficit intellectuel, ici Rémi peut apprendre à son rythme grâce à des leçons 100% personnalisées. Je vais prendre plus de temps, je vais m'arrêter pour regarder sur un dessin ou sur un schéma. Ou des fois je vais échanger de place pour mettre à la place de l'élève, pour que l'élève puisse voir exactement ce qu'il faut faire. Les élèves passent en moyenne 50 heures en voiture avant de se présenter à l'examen du permis de conduire et jusqu'à une centaine d'heures dans certains cas. Beaucoup de pratiques inévitables pour décrocher le précieux sésame, souvent synonyme de passeport vers l'autonomie. C'est pour moi, mais c'est aussi, si je l'ai, j'ai une promesse d'embauche. Simulateur de conduite, webinaire ou encore jeux de société pour apprendre le risque routier, ce sont autant de formations sur mesure qui ont été développées avec des psychologues et des orthophonistes pour dépasser les difficultés. On va vraiment s'adapter au profil de la personne, comment il apprend. S'il a un trouble de repère spatial, compliqué quand même de parler de distance en 2 secondes par exemple, on va prendre d'autres repères. Si c'est un dyslexique, ça va être le code de la route que l'on va adapter, on va prendre un peu plus de temps, mais on va énoncer les questions d'une autre manière. Autre solution proposée par cette auto-école inclusive, un accompagnement des personnes ayant été victimes d'AVC, avec toujours le même objectif, allier retour à la mobilité avec égalité des chances. Après avoir obtenu la désignation commune touristique en 2022, la ville de Schlosser en Martinique vient d'obtenir le blason station de tourisme. La commune devient alors la première ville des Antilles à obtenir cette certification. Une distinction de plus qui a fait la fierté de ses habitants. Regardez ce reportage de Via ATV Martinique sur place. C'est une première pour une ville française dans les Antilles-Guyane à recevoir le label station de tourisme. Une distinction qui répond à une 50aine de critères très spécifiques, exigeants. Schlosser a su se démarquer des autres candidatures. Un tourisme côtier, puisque nous avons la côte Caraïbe, Schlosser a à peu près une petite dizaine de kilomètres côtiers. Parmi les critères, la diversité des modes d'hébergement, la qualité de l'animation et des aménagements. Ce professionnel dans la restauration sur le front de mer voit d'un bon œil ce classement. On n'arrête pas d'évoluer, donc ça nous permettra d'avoir encore d'autres clients, encore d'autres touristes qui puissent découvrir le lieu. Parmi les critères, la mise en avant du patrimoine. Pour le responsable de l'habitation Font-Rousseau, ce nouveau label apporte de l'attractivité au site. Ça va nous faire avoir un peu plus de touristes, plus de locations, parce qu'on fait de la location saisonnière. Un label qui va permettre l'accroissement touristique et économique. Nous sommes en train d'imaginer à mettre davantage en lumière avec véritablement une fonctionnalité pour le touriste intérieur ou extérieur.
Attribuée pour une période de 12 ans, la ville de Schœlcher devient la seconde ville ultramarine, après Salazie à La Réunion, à intégrer ce réseau de stations classées de tourisme. Tout autre chose maintenant, c'est une tendance qui s'amplifie ces dernières années. Les tags sont de plus en plus nombreux. Sur les murs, les ponts ou encore les poteaux d'éclairage, ces graffitis dégradent l'espace public. Alors pour lutter contre, la ville de Limoges a décidé d'agir. Écoutons Cyril Vermus, directeur du domaine public de la ville de Limoges, au micro de 7 à Limoges. Le trouble de l'ordre public, c'est les troubles liés à la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique. En fait, vous pouvez envoyer un mail à la mairie à stop-au-tag@limoges.fr pour signaler ce tag et ensuite, par le biais d'une convention, nous intervenons pour faire effacer le tag. C'est une petite révolution dans le monde de la gymnastique. Habituellement, les gymnastes portent un justo-corps, mais pour des questions d'intimité, de confort, de praticité, de nombreux acteurs de la discipline souhaitaient l'autorisation du port du short, jusque-là interdit par la fédération. Explication avec notre partenaire Moselle TV. 3, 4, 5, 6, 7... À l'entraînement, les tenues sont libres. Mais en compétition, l'équipement des gymnastes reste très codifié. Avant fin janvier, sous les justo-corps, seuls les leggings étaient acceptés. Malgré le changement de législation, certaines ne comptent pas modifier leurs habitudes pour autant. Ça enlève un peu l'esthétique des justos. Donc je trouve ça pas très beau. Si elles ne ressentent pas toutes le besoin d'en porter, les athlètes s'accordent à dire que l'autorisation du short dans toutes les disciplines de gym est une bonne nouvelle. Ça peut être utile, on peut être plus à l'aise. Les filles, elles sont parfois un peu pudiques. Quand on était petits, on s'en souciait beaucoup moins. Mais c'est vrai que maintenant, c'est une bonne chose qu'ils aient autorisé. En trampoline et en tumbling, ces shorts courts n'excédant pas les 10 cm étaient déjà acceptés par la fédération. À Metz Gym, la présidente attendait l'élargissement à d'autres disciplines depuis longtemps pour améliorer le confort de toutes les pratiquantes. Ça va permettre, je pense, à certaines jeunes filles qui, de façon très discrète, avaient abandonné la gymnastique par rapport au fait que ce n'était pas possible de porter un short, notamment au niveau de la puberté. Donc je pense qu'il y a un paquet de jeunes filles qui ont tranquillement pris le chemin de la maison et qui ont arrêté de pratiquer à cause de ça. Jusqu'alors, le port d'un short privait les athlètes de 0,3 points en compétition, une pénalité qui pouvait faire toute la différence dans un sport où la concurrence est particulièrement rude. Qui n'a jamais stressé avant de passer un entretien d'embauche? Ce moment est toujours compliqué à appréhender. Alors pour casser les codes de recrutement traditionnels, France Travail a organisé dans les Vosges une session de recrutement particulière pour les futurs cuisiniers et serveurs en restaurant. Découvrez le reportage de Vosges TV. Table 4, 8 couverts, 8 quiches, pour suivre 8 poulets. C'est le coup de feu en cuisine. Dans ce restaurant éphémère, les chefs et serveurs du jour, supervisés par des formateurs de l'AFPA, sont des demandeurs d'emploi qui viennent montrer leurs compétences en conditions réelles à des potentiels recruteurs. L'initiative de France Travail est une première dans le département et s'inscrit dans le cadre de la Semaine des métiers du tourisme. Dans les locaux de l'AFPA à Golbet, ils étaient donc 8 à espérer décrocher un emploi. L'approche est intéressante puisqu'on va servir les gens à table et ensuite apparemment on aurait un entretien avec donc les futurs employeurs. Je trouve ça sympa de pouvoir voir les employeurs, les restaurateurs en direct et eux de nous voir en plein travail. C'est mieux qu'être autour d'une table en face de quelqu'un. Merci. L'idée c'est de permettre qu'ils puissent présenter leur savoir-être, sachant que les savoir-faire on les apprend, tout au long de la vie on apprend. En revanche les savoir-être nous sont plutôt naturels et dans ces métiers-là il faut savoir sourire, il faut être serviable, il faut savoir gérer le stress, il faut savoir gérer un certain nombre de choses qui ne s'apprennent pas forcément. Un concept innovant qui casse les codes de l'entretien classique et la barrière du CV dans un milieu qui rencontre des difficultés de recrutement. On a toujours des grosses difficultés et c'est très intéressant de voir les personnes en situation parce qu'au final on gagne du temps. Les initiatives innovantes se multiplient pour recruter différemment. Le secteur de l'hôtellerie-restauration emploie près de 6% des salariés de France. Au troisième trimestre 2024, 63 000 postes étaient à pourvoir. Tout autre chose maintenant, il y a 5 ans, le confinement lié à la pandémie du Covid-19 provoquait une situation inédite partout dans le monde. À Carry-le-Rouet, près de Marseille, la commune avait notamment accueilli 200 Français rapatriés de Chine. Alors retour sur l'organisation express d'un centre d'accueil avec le responsable de la Croix-Rouge au micro de la Provence. Écoutez. On a travaillé comme des fous toute la nuit
pour préparer l'arrivée des premières personnes le lendemain matin à 11 h. Mais il a quand même fallu organiser la vie sociale à l'intérieur du centre. N'oubliez pas qu'il y avait quand même une cinquantaine de gamins, donc on a très rapidement mis en place des cours scolaires, grâce d'ailleurs aux enseignants qui étaient eux-mêmes rapatriés de Chine. On a mis en place beaucoup d'occupations pour les adultes et pour les enfants, et on a créé une vraie vie sociale à l'intérieur du centre. Sincèrement, 5 ans après, écoutez, je n'ai aucun mauvais souvenir de cette vie sociale. Récemment distingué lors du concours général agricole, la fourme d'Ambert est un fromage emblématique de la Loire au savoir-faire traditionnel. Mais derrière cette victoire se cache aussi une rivalité avec un autre fromage de la région, la fourme de Montbrison. Deux spécialités, deux histoires et un même héritage, vous allez le voir. Reportage de TL7 dans la Loire, Alexandre Couzet. Deux appellations à l'histoire commune. Si aujourd'hui les deux fourmes sont bien distinctes, les sœurs Ambert et Montbrison ont autrefois fait qu'une. Un passé commun remontant au Moyen-Âge, les appellations d'origine contrôlée partagent notamment leur territoire entre Puy-de-Dôme et Loire. Conséquence, c'est une fromagerie ligérienne qui a obtenu la médaille d'or au concours général agricole pour la fourme d'Ambert. En 1972, donc, il y a eu la création de la première AOC qui regroupait les deux fourmes, fourme d'Ambert ou fourme de Montbrison. Depuis 2002, en fait, il y a maintenant deux AOP, l'AOP fourme de Montbrison, l'AOP fourme d'Ambert. Cette fromagerie produit les deux fourmes avec deux cahiers des charges bien distincts. Ces deux fromages, bien que voisins, incarnent des sensibilités gustatives différentes. La fourme d'Ambert, douce et crémeuse, et la fourme de Montbrison, plus robuste et fruitée, sont deux facettes d'un même héritage. Avec une croûte sèche orangée sur la fourme de Montbrison et une croûte fleurie sur la fourme d'Ambert. On va dire que la fourme d'Ambert, c'est un bleu plus classique, avec des ouvertures importantes et une dose de pénicillium, donc avec des trous d'aération plus importants. Contrairement à la fourme de Montbrison, où c'est un caillé qui est broyé, salé dans la masse. Et en fait, le persillage se fait par un veinage très fin à l'intérieur de la fourme. Au niveau national, c'est la fourme d'Ambert qui régale le plus de papilles, puisque 5000 tonnes sont produites chaque année, contre seulement 600 tonnes de fourme de Montbrison. À travers ces deux produits d'exception, c'est tout un patrimoine qui se déguste, une histoire qui se savoure, ici, au cœur de la Loire. Voilà, tout à fait autre chose en France. On compte près de 350 circuits de karting sur des sessions de 10 minutes. Les amateurs de sensations fortes essayent de rivaliser avec les pilotes de Formule 1. Mais connaissez-vous le Super Elec Cross ? Ce parc est une adaptation du karting à la moto électrique, un concept unique présenté par Canal 32. Regardez, vroom. Des virages serrés, des bosses et du fun. Bienvenue au Super Elec Cross. L'idée, adapter le principe du karting à la moto électrique. Des sessions de 10 minutes, ouvertes aux pilotes chevronnés comme aux débutants, et 3 parcours à découvrir. On a 3 itinéraires différents, et en fait l'idée c'est que les gens puissent passer d'un itinéraire à l'autre à leur guise pendant toute la durée de la session. Et donc chaque parcours a un thème. On a un parcours vert qui est plutôt large et roulant pour les débutants et qui va être assez rapide pour les confirmés. On a un parcours qui va être un peu typé BMX avec des bosses, des virages relevés, une petite série de whoops, donc c'est un enchaînement de petites bosses. Et on a un troisième parcours qui lui va être un peu plus technique. Son concept, unique en France, Julien Sanglé y croit. Lors d'un séjour à la montagne, il découvre les premiers modèles de motocross électrique. Après plusieurs mois de réflexion, il décide de se lancer et d'investir dans ce terrain laissé en friche. Ouvert il y a 1 an, le Super Elec Cross a déjà ses premiers habitués. Il espère maintenant attirer un public familial, mais aussi des événements festifs et des séminaires d'entreprise. Pour se démarquer, le site mise essentiellement sur les sensations. La motocross en format électrique en a sous le capot. C'est incomparable avec tout ce qu'on peut connaître. C'est incomparable avec une moto thermique notamment parce que c'est des motos qui sont extrêmement légères. On est sur des motos qui pèsent 63 kg, donc c'est vraiment très très léger pour une moto. Comme c'est de l'électrique, en fait, c'est très nerveux au démarrage. Pour vous donner un ordre d'idée, on est capable de faire un 0 à 50 km/h en 3 secondes 9, donc ouais, c'est très puissant. Le Super Elec Cross lançait sa 2e saison le 8 mars. Il sera ouvert jusqu'à l'automne. C'est une success story iséroise tout à fait incroyable. Jonas est créateur de robes de mariée. Depuis 10 ans, des femmes de la France entière font appel à ses services, pour leur mariage bien sûr. Un talent qui l'a conduit jusqu'à habiller les candidates de Miss France 2023 et 2024. Rencontre proposée par notre partenaire Télé Grenoble, tout en charme.
Des fils qui s'entremêlent pour sceller l'union de deux destins mêlés. Sous les doigts magiques de Jonas Olozouzian, les rêves de mariage deviennent tangibles et se concrétisent de fil en aiguille en robes resplendissantes. Qu'est-ce qui m'attire ? Je pense que c'est vraiment l'envie de pouvoir créer, de pouvoir accompagner mes clientes dans le choix de leur matière, de pouvoir les conseiller sur la forme, sur leur morphologie, la colorimétrie. C'est vrai que quand on crée, c'est vraiment un package et il y a plein de choses à prendre en compte. C'est pas juste on décide de créer comme ça. Jonas est à peine trentenaire, mais il a déjà le palmarès d'un artiste chevronné d'envergure nationale. Depuis maintenant 10 ans, il crée des robes de mariage et de soirée pour des femmes venant de la France entière. Une success story à l'Iséroise qui s'est bâtie depuis son petit atelier près de Vienne et bien qu'il vit à présent dans le sud, il tient toujours à exploiter son talent là où sa créativité est née. J'ai toujours été attiré par ce côté un petit peu made in France puisque j'ai travaillé chez des grands noms de la robe de mariée. Donc oui, pour moi c'était hyper important de mettre tout ça en avant. Pour avoir la chance de briller pour la soirée d'une vie, il faut compter au moins 2 000 € et 1 an pour la fabrication de la robe. Un délai nécessaire pour combler au mieux les désirs de ses clientes. Un talent qui a reçu la plus belle des reconnaissances lorsqu'il a habillé les candidates des Miss France en 2023 et 2024. J'avais celle-ci qui avait été portée par Indira Ampio. C'était Miss France 2023, si je dis pas de bêtises. Voilà. Robe entièrement brodée de cristaux en dentelle de Calais. Il y a beaucoup d'heures de travail dessus. Voilà, mais pour vous donner une fourchette, entre 5 et 7 000 €. Jonas ne se limite pas qu'à ses clientes. Pour exercer sa créativité et entretenir sa popularité grandissante, il continue d'habiller des mannequins et de participer à des défilés pour le plaisir des yeux de tous, notamment en Isère. Voilà, au revoir, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.